Pour qu'un créateur de contenu fasse beaucoup d'argent avec un gros operator, il faut que ce créateur de contenu ait un profil intéressant. Et donc, on va voir point par point ce qui fait qu'un profil de créateur de contenu est intéressant, et ensuite comment le trouver et comment le démarcher. Un profil intéressant, ça se base sur plusieurs critères. 1. Le trafic. Parce que sans trafic, il n'y a pas de data, et sans data, il n'y a pas d'argent. Deuxième point, ça va être la niche. Est-ce que la niche elle est saturée, il y a beaucoup de concurrence, il y a peu de concurrence, c'est un Eldorado, etc. Ça, c'est déjà 2 points importants. Et troisième point, ça va être le feeling. Feeling important, pourquoi? Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui sont pressés. Ils veulent que ça se passe vite, mais des fois trop vite, plus vite que la musique. Et là, c'est compliqué parce que le gros operator se prend une pression monstrueuse pour délivrer des résultats qui ne peuvent pas être délivrés puisqu'il y a un facteur temps qui est incompressible. Donc trafic, très important. Niche, important aussi. On peut arriver à un certain niveau de compétence, faire de l'argent dans toutes les niches assez facilement parce qu'on a de la data et parce qu'on a des skills. Mais quand on est débutant, ça c'est aussi important puisque autant prendre une niche où il n'y a pas trop de compétences, comme ça ce qu'on met en place ça fonctionne, on génère de l'argent et c'est facile. En ce qui concerne les critères de trafic, il y a plusieurs choses à voir. Donc partie 1, trafic. Qu'est-ce qu'on va regarder? Les impressions. Donc, quelles sont les impressions mensuelles, toutes plateformes confondues? Donc, en gros, quel est le reach, quel est le nombre de vues que va faire le créateur de contenu sur une période de 30 jours. Ensuite, il va y avoir les interactions. Donc là, 2 points. Interaction sur le profil et ensuite sur le contenu. Alors, pourquoi c'est différent entre le profil et le contenu? Contenu, ça va être tout ce qui concerne les j'aime, les partages, l'interaction de manière commentaire, etc. Bon, ça c'est la partie contenu. Profil, ça va être les visites du profil. Ça va aussi être les clics sur les liens externes. Et ça, c'est déjà des métriques qui sont assez importantes. Puisque s'il y a des visites, potentiellement, il y a des clics. S'il n'y a pas de clics, c'est que potentiellement, il n'y a pas de visites. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'il y a du trafic, mais que c'est difficilement monétisable en l'état, puisque ce trafic, il est dans la nature et on n'arrive pas à le capter. Deuxième point sur le contenu, donc là c'était les likes, les partages, on va faire une petite flèche, les commentaires, donc la petite bulle. Ça c'est important parce que ça veut dire que s'il y a de l'engagement sur les publications, ça veut dire que d'un point de vue algorithmique, elles sont boostées parce qu'elles gagnent des points, etc. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme. Il se base sur un système de points attribués à une vidéo pour la ranker dans des paliers de viralité et donc la distribuer à plus de gens. Donc s'il y a de l'engagement, il y a plus de trafic, il y a plus de visibilité. Et deuxième point sur l'engagement, s'il y a de l'engagement, ça veut dire que ça intéresse les gens. Et si les gens sont intéressés au point de commenter ou de liker ou de partager un contenu, peut-être qu'avec une stratégie adaptée, ils seraient intéressés à passer à l'action, i.e. payer un produit, un service que proposerait le créateur de contenu. Donc 2 points à regarder sur cette partie du trafic. Deuxième point sur la partie de la niche, là il y a plusieurs points. Est-ce que on est dans les 3 niches qui sont globales? Donc il y a 3 niches, wealth, health et relationships. Donc wealth, c'est tout ce qui est attrait à l'argent. Health, c'est la santé. Et relationship, c'est les relations humaines. Et dans ces 3 niches principales, il y a plein de sous-niches. Donc par exemple, dans la niche wealth, il va y avoir faire de l'argent avec le trading. Ensuite, il va y avoir faire de l'argent avec le SMMA. En fait, il va y avoir plein de choses. Dans la niche health, il va y avoir muscle. Ou alors il va y avoir le poids. En fait, il va y avoir plein de choses. Et à chaque fois, c'est des sous-niches. Le plus intéressant, c'est d'être dans une micro-niche. Donc ça veut dire qu'au début, il n'y a aucune concurrence puisque vous êtes un des seuls acteurs de la niche. Et quand on est débutant, gros operator, c'est intéressant d'aller chercher des micro-niches puisque c'est plus facile de générer de l'argent. Évidemment, si on est très compétent en tant que gros operator, on va aller chercher des créateurs qui sont dans les niches principales, qui ont déjà un following qui est conséquent. Et là, on va aller chercher beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Parce qu'on a des systèmes qui fonctionnent. Ensuite, on a des stratégies qui fonctionnent. Et surtout, on a de l'expérience. Parce que il y a des gens, ils n'ont aucune expérience en tant que gros operator. Ils vont aller chercher du créateur qui a des millions d'abonnés. Ils vont leur proposer monts et merveilles. Et finalement, ils savent absolument rien faire. Donc, très mauvais choix. Donc, si vous êtes très compétent, allez dans les marchés qui sont pas très concurrentiels, où techniquement, il va y avoir beaucoup
de problèmes à régler et beaucoup de jus de cerveau à déployer pour trouver des stratégies qui fonctionnent. Mais si vous êtes débutant, allez dans des sous-niches parce qu'il y aura moins de concurrence, ce sera moins compliqué. Et en ce qui concerne la partie feeling, et après on passera à la partie comment je trouve ces créateurs-là, il y a plusieurs points. Est-ce que la personne, elle est dispo? Donc est-ce qu'elle n'est pas trop occupée au point de non, j'ai pas le temps de te parler, ne serait-ce que 10 minutes en un mois? Là, compliqué d'avancer. Ensuite, est-ce qu'elle est coachable? Là, ça va être une question d'ego. Parce que si la personne, elle pense tout savoir, ça va être impossible de la coacher, de l'aider, de mettre en place des stratégies, parce qu'à chaque fois, cette personne-là va remettre en cause tout ce que vous voulez mettre en place. Donc en fait, si elle n'a pas besoin de vous, si elle pense tout savoir, bah arrêtez la collaboration, parce que techniquement, ça n'amènera à rien. Donc important d'avoir une personne disponible et coachable. Et ensuite, dernier point, est-ce que, bon, je dirais pas qu'elle est chill, mais est-ce qu'elle est consciente que mettre des actions qui vont ramener de l'argent sur le long terme de manière safe et pérenne, ça prend un peu de temps. Parce que oui, vous pouvez faire beaucoup d'argent en gross operating si vous faites des choses qui ne sont pas folles. C'est-à-dire qu'on va faire un lancement qui est agressif. On va faire des promesses qui sont délirantes, genre fais 10 000 euros par mois en montrant pas ta tête, en travaillant 2 heures par jour sans compétences. Ça, ce genre de promesses-là, ça va attirer tous les gogols, qu'on se le dise, ça va attirer tous les gogols. Mais votre communauté, après, elle est cramée parce que ces gogols-là, ils ont acheté, mais après, ils vont plus acheter parce que la promesse, elle était tellement délirante et tellement impossible que finalement, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait scam, et quand on se fait scam, bah, on va pas réacheter un produit chez la personne qui nous a scammé. Ça paraît logique, donc on fait pas ça. Donc, sur le fait que la personne soit chill, que le créateur de contenu soit chill, c'est est-ce qu'il est OK que pour faire de l'argent, entre parenthèses, beaucoup d'argent, il va falloir mettre des systèmes en place, il va falloir mettre des stratégies, il va falloir réfléchir pour avoir le plus d'impact possible, et que tout ça, ça prend du temps. Et c'est incompressible. On a tous 24 heures dans une journée, et ce qui doit être fait en 1 heure peut pas être fait en 10 minutes. Donc il y a un facteur temps qui est incompressible, et c'est important que la personne soit chill, IE en fait, qu'elle soit consciente que faire des choses qui soient bien faites et long terme, bah ça prend du temps. C'est juste ça en fait. Donc là, vous avez les 3 critères majoritaires qui font qu'un créateur de contenu est à même de collaborer avec un gros opérateur de manière assez tranquille. Et là, je dis tranquille, c'est de manière saine. Je dis pas qu'il faut rien faire pendant 3 mois, mais c'est juste être sain dans la collaboration. On se fait confiance mutuellement, le gros opérateur a confiance dans le créateur de contenu pour générer du trafic, et le créateur de contenu a confiance dans le gros opérateur pour monétiser ce trafic. Donc maintenant, comment on va aller chercher du créateur? Donc il y a plusieurs manières. Il y a évidemment la prospection à froid, ça c'est nécessaire. Ensuite, il va y avoir le réseau à plusieurs niveaux. Et il va y avoir l'ADS. Bon, pas fou quand on est débutant parce que l'ADS, ça coûte cher. Et il va y avoir le contenu. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients à chacune des méthodes. Le contenu, quels sont les inconvénients? Il faut en faire. Et la majeure partie des gros opérateurs, 1, ils sont pas bons contenu, 2, ils veulent pas faire de contenu. Donc, le contenu, on oublie. Ensuite, les ads. Les ads, c'est bien parce que vous pouvez avoir des résultats rapidement. Sauf que c'est assez compétitif et ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas fou. Ensuite, le réseau ou les réseaux. Parce qu'il y a le réseau qu'on connaît au niveau 1, donc nos potes, etc. Mais il y a aussi les réseaux de niveau 2 et 3, donc les potes des potes ou les potes des potes des potes. Voilà, faut suivre. Donc là, le réseau, ça peut être intéressant parce qu'il y a une de vos connaissances, un de vos amis, qui va se dire « Ah, mais moi, je connais X, et X, c'est un influx. Et l'influx, il a des problèmes. Et ces problèmes-là, toi, en tant que gros opérateur, je sais que tu as les solutions. Donc, ce que je vais faire, c'est une MER, mise en relation entre le gros opérateur et le créateur de contenu. Et là, vous pouvez closer du créateur. Bon, tout le monde n'a pas dans son réseau quelqu'un qui connaît le plus gros influenceur de France ou de je sais pas quoi. Donc, le réseau, c'est pas qu'on oublie, mais ça repose sur des choses que certains ont et certains n'ont pas. C'est-à-dire des amis qui connaissent des influenceurs ou vous-même qui connaissez des influenceurs. Donc on va pas se baser là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la prospection. Pourquoi? Parce que ça demande juste du temps, un peu d'énergie.
Et c'est tout. Et ça, tout le monde l'a. Et les gens qui vont me dire, ouais, non, j'ai pas le temps, etc. Regardez votre temps d'écran sur téléphone, vous allez le trouver le temps. Donc c'est pas une excuse de je sais pas le temps, machin. Non, c'est juste que vous avez la flemme. Et ça, c'est réel. Donc la prospection, c'est quoi? C'est aller envoyer des DM à des gens, donc là, des créateurs, qui vous connaissent pas. Mais alors pas du tout. Et c'est pour ça que c'est à froid. Et c'est pour ça que ça fait peur. Parce que qui je suis, moi, pour envoyer un DM à un mec qui a 10 millions d'abonnés? Personne. Mais si un jour ce mec répond, et que finalement, le deal il est closé, et que vous faites 10 millions avec lui, bah ouais, ça valait le coup d'envoyer un DM et de passer pour je sais pas qui. Donc faut le faire. Donc la prospection, il y a plusieurs choses à mettre en place. 1. Sourcing. J'explique après. 2. Setting. Et 3. Closing. Et une fois que vous avez fait ça, si le closing il est OK, bah là, il y a l'onboarding. Et ensuite, on commence la collaboration, hein, tout simplement. Alors, sourcing, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher des profils de créateurs et les rentrer dans une base de données. Donc typiquement, on va aller sur Insta, on va trouver des profils qui sont intéressants. Donc là, on se base sur les 3 critères. 1. Trafic. 2. La niche. Et 3. Le feeling. Donc, une fois qu'on a trouvé ces personnes-là qui remplissent les 3 critères, ou au moins 2 sur 3, on va les rentrer dans une base de données qu'on appelle CRM. Donc, base de données, boum. Ça s'appelle un CRM. Hop, c'est là-dedans qu'on rentre tous les contacts en fait des personnes, soit qui sont clientes, soit qu'on va contacter, soit dont on a récupéré l'adresse mail. Et donc, là, on va faire un suivi de ces personnes. Donc, est-ce qu'il est ADM? Est-ce qu'il est DM? Est-ce qu'il m'a mis un vent? Est-ce qu'il faut que je le relance? Etc. Donc tout ça, c'est pour suivre votre prospection. Ensuite, une fois que vous avez fait ce suivi-là, donc que vous avez mis dans le CRM, il va falloir faire quoi? Il va falloir élaborer sa stratégie de setting. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le first DM que j'envoie? Je sais pas. Il faut tester les accroches. Ensuite, s'il me répond, je dis quoi? Donc là, c'est dans le cas où il répond. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et quand ça arrive, tant mieux, parce que là, il faut sauter sur l'occasion et ensuite, il faut closer. On parlera du closing après. Ensuite, s'il me pose des questions, est-ce que j'ai les réponses? Bah oui, non. Et donc là, il faut potasser avant. Et ensuite, comment je fais pour lui proposer un appel? Parce que dans le setting, le but, c'est pas de dire, bon, est-ce que t'es chaud qu'on bosse ensemble? Non, ça c'est pas le but, c'est pas l'objectif du setting de vendre la prestation. L'objectif du setting, c'est de vendre un appel. C'est, t'es dans cette situation-là, tu veux aller là, donc là c'est 0 €, et là c'est 1000 €, on va dire. Toi tu veux aller là, mais tu sais pas. Moi, je suis là, et je sais comment je passe de là à là. Donc une fois qu'on a balisé la situation du créateur, on va lui dire, bah écoute, moi je te propose un petit appel, ça c'est un téléphone, tac, avec les petites touches là à l'ancienne. Et donc dans cet appel, on va voir ta situation actuelle, on va voir où tu veux aller, on va voir comment je pourrais t'aider pour aller de ta situation actuelle à ta situation désirée. Et si tu es OK, je te présente mon offre. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on présente l'offre Gross Operator qu'on a construit en amont et qu'on a des choses propres à lui montrer. Donc là, il y a 2 solutions. 2 possibilités. 1, il dit oui. 2, il dit non. Alors qu'est-ce qui se passe là? Non, vous êtes triste parce que vous avez perdu du temps et votre ego en a pris un coup. Donc il va falloir faire quoi? Être pas triste et se dire chouette. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré de la data et ça c'est important. La data c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que la data va vous permettre de faire quoi? Elle va vous permettre d'affiner et d'ajuster votre message pour le prochain call de closing. C'est-à-dire que si le créateur vous a posé une question et vous n'aviez pas la réponse, bah là maintenant vous avez le temps, vu que ça va pas marcher, pour trouver une réponse. Cool. Donc la prochaine fois qu'un créateur de contenu vous posera la question, vous aurez déjà la réponse, donc boum, on casse une objection. Ensuite, s'il a dit « Oui, mais ça, en fait, j'aime pas. Donc c'est la raison pour laquelle je vais pas bosser avec toi. » Bah vous, ça, vous êtes triste? Mais en fait non, parce que vous allez récupérer
la raison pour laquelle il a dit qu'il ne voulait pas travailler avec vous. Et donc, vous allez améliorer votre processus. Donc, soit vous gommez, on enlève en fait la partie que le créateur n'aime pas, soit on l'améliore pour que la partie qu'il n'aimait pas devienne une partie qu'il aime parce que cette amélioration justifie le fait que maintenant il aime bien alors qu'avant il n'aimait pas. Donc ça c'est dans le pire des cas, c'est pas closé, bon bah voilà, vous êtes triste mais vous avez récupéré de la donnée. Le deuxième cas de figure, ça va être oui, je suis d'accord de bosser avec toi. Et donc là, il va falloir aller très vite. Onboarding. Onboarding c'est quoi? C'est en gros toutes les actions qui vont se mettre en place dès le début de la collaboration. Donc là, le créateur de contenu vient de signer le contrat. Qu'est-ce qui se passe juste après l'appel? Qu'est-ce qui se passe ensuite 10 minutes après l'appel? Qu'est-ce qui se passe 1 heure après l'appel? Qu'est-ce qui se passe 24 heures après l'appel? Et tout ça, c'est important que le créateur il sache déjà à quoi s'attendre pour se dire oui, j'ai pris la bonne décision de travailler avec ce gros opérateur parce que on vient de finir l'appel, je sais déjà ce que j'ai à faire pendant 10 minutes, je sais ce qui va se passer dans 1 heure, je sais ce qui va se passer dans 6 heures, je sais ce qui va se passer dans 24 heures, et etc. Donc, ça, ces points-là, c'est important. Donc, si vous l'avez compris, il va falloir récupérer des profils qui sont qualifiés vis-à-vis d'un critère de trafic, d'un critère de niche et d'un critère de feeling qui est pour moi un des plus importants. Ensuite, vous avez récupéré tout ça, vous allez faire de la prospection. Donc, contenu, on oublie, parce que la majorité des gros opérateurs veulent pas créer du contenu et en plus ils sont pas bons en contenu. L'ADS, non, parce que ça coûte cher. Le réseau, tout le monde n'a pas un copain influenceur ou un copain qui connaît un influenceur, donc on fait de la prospection. Prospection, c'est 3 choses. 1, du sourcing, 2, du setting, 3, du closing, ici, et ensuite on onboard si dans le closing ça se passe bien. Donc maintenant, vous l'avez compris, vous avez juste à prospecter. Et donc, si vous voulez savoir comment je peux vous aider pour développer un business dans le gros operating, vous n'avez qu'à cliquer sur la vidéo suivante.